la laïcité, c'est un mot qu'on entend partout en France, qui enflamme souvent les débats, mais au fond, qu'est-ce que ça veut dire, vraiment, au-delà des idées reçues? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. En fait, tout le débat, il tourne autour de cette question. Comment fait-on quand la liberté de croire de chacun se confronte au besoin d'avoir un espace public qui soit neutre pour tout le monde? C'est pile poil cette tension qui rend la laïcité si complexe. Alors voilà notre parcours. On va d'abord plonger dans cette fameuse tension et les deux grands droits qui s'affrontent. Ensuite, on verra concrètement comment les règles s'appliquent différemment aux agents de l'État, aux salariés du privé et enfin à nous tous en tant qu'usagers. Et on finira par voir comment on essaie de trouver un équilibre dans tout ça. Allez, on attaque le cœur du sujet. Il faut vraiment comprendre que la laïcité, ce n'est pas juste une règle gravée dans le marbre. Non, c'est plutôt un jeu d'équilibriste permanent, un jonglage entre deux grands principes fondamentaux. Et voilà, on y est. C'est ça la fameuse tension. D'un côté, on a la liberté de conscience, notre jardin secret si on veut. La laïcité la protège. Mais de l'autre, elle exige que l'espace public reste neutre. Et pourquoi? Pour garantir qu'on soit tous égaux, pour que les convictions des uns ne viennent pas déborder sur la liberté des autres. Ok, mais d'où elle vient, cette tension? Pour piger ça, il faut faire un petit retour en arrière, jusqu'à la Révolution française. C'est là que sont nées deux catégories de droits qui, en fait, ne regardent pas tout à fait dans la même direction. On a d'abord ce qu'on appelle les droits de l'homme. Il faut les voir comme des droits naturels qui appartiennent à chaque personne, juste parce qu'elle est une personne. Ça protège notre sphère privée, nos libertés les plus fondamentales, comme celle de penser et de croire ce qu'on veut. L'État, lui, ne fait que les reconnaître, il ne les invente pas. Et en face, on a les droits du citoyen. Eux, ils concernent notre vie en commun. Et pour que ça marche, l'idée, c'est qu'on accepte de mettre de côté une partie de ce qui fait notre individualité pour devenir ce citoyen un peu abstrait qui est le même pour tout le monde. Et c'est ça le point crucial. C'est parce qu'on partage cette citoyenneté que les droits de chacun peuvent être protégés. Bon, maintenant que la théorie est posée, voyons comment ça marche en pratique. On va commencer par ceux qui sont le visage de l'État, les agents du service public. Alors là, cette citation d'une décision de justice, elle est on ne peut plus claire. Elle dit, en substance, que quand on est un agent public, le principe de laïcité passe avant tout. Il fait obstacle, comme ils disent, au droit de montrer ses croyances religieuses pendant le travail. C'est vraiment non négociable. Donc, pour résumer, pour un agent de l'État, les règles sont hyper strictes. Afficher ses convictions religieuses, que ce soit en portant un signe visible ou autre, c'est considéré comme une faute professionnelle. L'idée derrière tout ça, c'est que l'agent ne se représente pas lui-même, mais bien la République qui doit rester neutre pour garantir que tout le monde soit traité de la même façon. Maintenant, attention, on change de décor. Dans le secteur privé, c'est beaucoup plus nuancé. Et pour bien comprendre, rien de tel qu'un cas d'école qui a beaucoup fait parler, l'affaire de la crèche Babylou. Dans une boîte privée, en fait, on part du principe inverse. La liberté, c'est la règle. La liberté de religion du salarié est protégée. Un employeur ne peut pas la limiter comme ça, sur un coup de tête. Il faut que ce soit vraiment justifié par le travail à faire et que la restriction soit proportionnelle. C'est un équilibre super délicat à trouver. Revenons à Babylou. Dans cette histoire, une employée de crèche a été licenciée parce qu'elle refusait d'enlever son voile. Et la justice a finalement dit que c'était justifié. La raison, elle tient dans cette phrase de la décision: les enfants, surtout à cet âge-là, n'ont pas à être exposés à des manifestations ostentatoires de religion, il s'agit de les protéger d'une potentielle influence. Le raisonnement des juges s'est basé sur 3 points. Premièrement, le règlement de la crèche elle-même, qui était une association privée, demandait la neutralité. Deuxièmement, le poste de l'employé, en contact direct avec de très jeunes enfants. Et c'est la combinaison de ces deux éléments qui a fait que la restriction sur le port de signes religieux a été jugée à la fois justifiée et proportionnée. Allez, on passe au 3e et dernier groupe. Nous tous, en fait, quand on est usager d'un service, qu'il soit public ou privé. Alors, quelles sont les règles du jeu pour nous? Et là, c'est un changement radical de perspective. L'agent de l'État, il doit être neutre parce qu'il représente l'État. Mais nous, les citoyens, quand on va à la poste ou à la mairie, on ne représente que nous-mêmes. Du coup, on a parfaitement le droit de montrer nos convictions. Le principe de neutralité, il ne s'applique tout simplement pas aux usagers. Évidemment, cette liberté n'est pas sans limite. Le droit de pratiquer sa religion est bien sûr garanti, et même encouragé dans certains lieux, comme à l'hôpital par exemple. Par contre, on ne peut pas refuser d'être servi par un fonctionnaire à cause de sa religion, ou perturber le service. Et puis, il y a cette fameuse exception, très importante, la loi de 2004 qui interdit les signes religieux ostensibles pour les élèves dans les écoles, collèges et lycées publics. On le voit bien, les règles ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Alors comment on fait pour vivre ensemble au quotidien avec tout ça? C'est là qu'entre en scène une notion assez subtile, celle de l'accommodement.
c'est une recherche d'équilibre au cas par cas. L'idée de l'accommodement raisonnable, c'est de trouver des compromis, des solutions intelligentes. Attention, ça ne veut pas dire tout accepter. Ça veut dire qu'on essaye de s'adapter quand c'est possible, sans que ça pose problème au fonctionnement de la société ou aux droits des autres. Un bon exemple, proposer des menus sans porc à la cantine, ou alors éviter de programmer un examen important le jour d'une grande fête religieuse. Finalement, si on voulait tout résumer, ça donnerait ça. Pour l'agent public, la neutralité est absolue. Pour le salarié du secteur privé, ça dépend vraiment du contexte. Et pour l'usager, c'est la liberté qui prime, avec quelques exceptions. C'est vraiment cette répartition des rôles, des droits et des devoirs qui est la clé pour comprendre le fonctionnement de la laïcité à la française. On le voit bien, la laïcité, ce n'est pas un bloc de béton, c'est un défi de tous les jours. Dans une société qui est de plus en plus diverse, la grande question reste posée: comment est-ce qu'on arrive à faire de la place pour nos différences sans pour autant perdre ce qui nous rassemble? Clairement, le débat est loin d'être terminé.